Hello and welcome back to the Berlin Tribunal. We now reach the fifth hearing of the day and the eighth hearing of our tribunal, which is also our last one. And it is a topic which has been discussed in a previous Permanent People's Tribunal in London. But now we're going to talk about it again because it's very important and it's especially urgent in times of COVID-19 and very high inequality. Dans ces temps de Covid, parce qu'il y a des problèmes de droit très sérieux en termes de inégalité. Il s'agit des droits des migrants travailleurs, des personnes qui travaillent en Royaume-Uni, en Allemagne aussi, en France et en Espagne. Notre premier intervenant sera une conférence par Zoom qui parle sur l'impact du Covid sur les travailleurs en statut de réfugiés et la communauté des migrants. C'est Andy Garcia. Je vous en prie. Alors, bon après-midi à tous. Merci aux organisateurs de ce tribunal permanent des peuples à Berlin. C'est une grande tâche que nous avons avec notre expérience en novembre 2020 à Londres. On sait depuis là que c'est vraiment une grande tâche. Merci de parler. On voit la répercussion sur tous les membres de la communauté. Nous avons une réfugiée avec une fille, un enfant de 5 ans. Et c'est une travailleuse, un travailleur domestique, une femme, mais on lui a demandé de ne plus venir de peur à s'infecter. Elle n'avait pas d'autres revenus. Le propriétaire de son logement lui exigeait le paiement du loyer, pardon. Alors, son fils avait faim, elle n'avait plus d'argent pour acheter l'argent. Il y a beaucoup de personnes comme elle n'est pas documentée, elle n'a pas accès aux services de la sécurité sociale pour compenser ou s'aider. Elle avait besoin de l'argent pour payer le loyer et tout ça, il y a beaucoup de pression. On voit qu'il y a beaucoup de cas de problèmes de santé mentale, anxiété, nervosité et beaucoup de problèmes de ce genre dus à cette situation qui exerce beaucoup de pression. Notre visa en tant que travailleur pour le Royaume-Uni nous concède certains droits, mais ces droits nous sont refusés depuis avril 2020. C'est pour cela que nous présentons le cas devant le tribunal permanent des peuples. Il y a beaucoup de personnes des Philippines qui sont venues au Royaume-Uni dans les années 80-90 avec un visa de touriste pour visiter et ils sont restés. En réalité, ils travaillent. Le motif de leur voyage était vraiment travailler dans les maisons, dans des foyers chez des employeurs privés, comme travailleurs domestiques, femmes qui travaillaient à la maison. Alors, il y a une aide, il y a un groupe de une collectivité, une organisation locale qui représente ces travailleurs. C'était comme un sanctuaire pour toutes les travailleuses domestiques immigrées. Et ce centre a été fondé en 1984. C'est une
aide entraide pour des travailleurs, travailleuses de différentes nationalités. Et nous, on avait tous une chose en commun. La plupart d'entre nous avaient fait de très mauvaises expériences dans les maisons où on travaillait. On avait travaillé. On avait- Alors, là, on avait un espace pour se réunir, pour échanger nos opinions, pour nous épauler entre nous et nous informer sur nos droits. Nous avons des droits, mais aussi sociaux et des droits comme être humain, mais aussi comme travailleur. En 87, il y a eu une évolution. Il y a aussi d'autres organisations qui se sont joints. Ceci, il y a eu des campagnes pour arrêter ce système qui est comme de l'esclavage, en fait, esclavage dans les maisons privées. Les travailleuses domestiques sont attachées ou sont liées à leurs employeurs, à leurs employeuses. Maintenant, il y a un syndicat de travailleurs, travailleuses domestiques qui travaillent pour nous, qui fait des actions, des manifestations avec nous pour que le travail domestique soit reconnu comme un travail à partie entière. Ça a été assez dur, cette campagne, mais on a mené cette campagne pendant 10 ans jusqu'en 97. Nous avons gagné cette campagne. Nous avons réussi à obtenir nos droits comme travailleurs au Royaume-Uni et les travailleurs domestiques ont donc eu ces droits. Ils représentent donc un collectif reconnu avec un visa, avec les mêmes droits que tout autre travailleur, toute autre personne qui travaille au Royaume-Uni. Mais il y avait toute une série de conditions qu'il fallait remplir. C'était un travail à temps complet, c'était dans des maisons de particuliers. Et après un travail de 4 ou 5 ans, ils pouvaient demander un permis de résidence au Royaume-Uni. Ils ont les mêmes droits que tout autre travailleur au Royaume-Uni. Salaire, un droit au salaire. Et pendant les vacances, l'inscription au système d'assurance, des milliers de travailleurs domestiques ont atteint ce statut légal avec les droits qui vont avec. En 2012, le gouvernement a retiré tous ces droits, les a annulés pour les travailleurs domestiques, des droits qui avaient été accordés en 1997 ont été retirés. Actuellement, ils ont seulement un visa de 6 mois pour les travailleurs domestiques. C'était une catastrophe, c'était un choc pour nous tous qu'on nous retire ces droits qu'on avait réussi à gagner après une lutte si dure. Du jour au lendemain, on les avait perdus. On était de nouveau complètement dans, sous les pouvoirs de nos employeurs. On était vulnérables, on n'avait plus aucun droit. C'est pour ça que je parle d'un entourage hostile au Royaume-Uni. C'est très difficile pour les réfugiés et les migrants. C'est difficile pour eux de survivre en ce moment. C'est la menace continue d'être emprisonnés, d'être déportés et d'être exploités. Une exploitation laborale grave. La meilleure protection pour les travailleurs domestiques migrants, c'est de
réintroduire les droits pour tous les travailleurs domestiques avec un permis de travail. Depuis la crise du Covid, la vie est devenue insupportable pour beaucoup de migrants sans papier. Beaucoup souffrent maintenant des situations très difficiles avec leur vie quotidienne. Ils souffrent de maladies, ils souffrent parfois de faim, ils ont passé à manger. La pandémie a eu des conséquences catastrophiques sur ce collectif de travailleurs domestiques migrants qui ont perdu leur travail et leur salaire. Certains d'entre eux dépendent de la charité, d'amis ou de prêts informels. Les travailleurs domestiques sont ceux qui sont les plus affectés par cette crise. Ils n'ont aucun accord qui les protégerait, qui leur permettrait d'avoir une certaine protection. Aussi en tant que locataire, hein, puisque ils souffrent la menace d'être délogés. Ils partagent leur chambre, leur salle de bain avec d'autres pour pouvoir maintenir la chambre. Beaucoup de ces personnes n'ont plus le travail, ils ont perdu leur emploi et leur salaire avec, puisqu'il n'y a pas plus les droits associés. Alors la situation est vraiment extrêmement grave. L'accès aux services de santé, services sociaux leur est extrêmement difficile et on leur demande beaucoup d'argent pour une assistance médicale, les soins médicaux au Royaume-Uni. Alors, même plus que le prix normal pour ce genre de travailleurs. Et ils travaillent 120%. Ils payent donc plus que tout autre citoyen. Ils doivent payer des milliers de livres pour toute procédure médicale. Mm. C'est la règle, c'est une situation aberrante, terrorifique pour ceux qui doivent être hospitalisés. Ils doivent signer un formulaire où ils s'engagent à payer tous les coûts de leur intervention, de leur séjour à l'hôpital. Je connais une femme, elle a un problème du cœur, elle a reçu un traitement, elle a été traitée à l'hôpital, elle a reçu un médicament qui coûtait 9 000 livres. Heureusement, une organisation a écrit une lettre à l'hôpital, lui a aidé pour qu'elle puisse payer qu'une partie, 50 livres, mais même ça est beaucoup, très difficile pour elle. Dans ces conditions de santé, il est d'ailleurs très difficile pour elle d'avoir un emploi, de trouver un travail. Alors, on voit la force, le pouvoir de l'organisation commune. Si toutes les organisations de travailleurs migrés travaillent ensemble, ils peuvent exiger tous ensemble le respect et le retour de leurs droits comme travailleurs. Les travailleurs domestiques dans les foyers privés doivent être reconnus comme travailleurs, travailleuses. Nous demandons au tribunal permanent des peuples, nous et toutes les autres organisations qui travaillent avec nous, qui nous écoutent et nous soutiennent dans nos campagnes. Et pour que les mesures qui soient prises dans le Royaume-Uni ou dans tout autre pays européen qui violent les droits des réfugiés en tant que êtres humains. Nous exigeons un État légal pour tous. Nous exigeons une nouvelle Europe et une nouvelle campagne pour l'Europe. Nous voulons nous demandons que le tribunal permanent des peuples reconnaisse nos droits et notre lutte
pour ses droits en tant que travailleur domestique. Merci beaucoup. Merci pour cette apportation. Nous allons entendre une autre apportation, une intervention sur la situation des travailleurs domestiques de la part de Juliessa. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Et elle représente CDK, CELFAS, et le syndicat qui va avec. Buenas tardes, soy Carolina Bonjour, Elías. je suis Caroline Elias. Je représente l'association Services domestiques actifs, CENOAC. On l'entend plus. Je suis de CEDOAC, l'association des employés domestiques de Madrid. Il y a eu une erreur sur le nom. Yuri a été la personne qui nous a interviewés, mais qui représente l'association, c'est moi, Carolina Elias. Melissa, si tu me donnes la parole pour parler. Ok, D'accord. Merci. Tout d'abord, merci de cette occasion, de cette opportunité de pouvoir visibiliser une situation de discrimination manifeste, d'une claire négation des droits humains fondamentaux, particulièrement des femmes migrantes qui travaillent dans le secteur de l'emploi à domicile et des soins. Nous faisons dans le monde entier un travail important qui est de prendre soin de la vie, mais il y a des années en arrière, déjà avant la situation de coronavirus, nous étions déjà discriminés. Notre travail n'est pas reconnu, nos droits ne sont pas reconnus par rapport au reste des travailleurs et des travailleuses en Espagne. Nous pensons que cette situation est ainsi parce que nous sommes des femmes, tout d'abord. C'est surtout des femmes qui réalisent ce travail et surtout des femmes migrantes. Ça nous met dans une situation de double discrimination, de plus de vulnérabilité encore. Il est très important de visibiliser nos cas et que le monde entier sache la terrible situation que des milliers de femmes employées domestiques migrantes dont nous avons souffert pendant la pandémie. Surtout pendant l'état d'alarme, de très nombreuses femmes ont dû passer l'état d'alarme enfermées dans leur maison. On leur a nié leur droit à pouvoir voir leur famille. Elles n'ont pas eu le droit de se reposer, un repos bien gagné, avec tout le temps de travail qu'elles donnaient. Au contraire, elles ont vu leurs heures de travail étendues à l'infini, des journées de travail beaucoup plus longues, sans limite. Elles travaillaient le samedi et le dimanche y compris, sans jour de repos. La charge de travail a été multipliée parce qu'elles devaient s'occuper de toute la famille. Et elles n'avaient plus le droit de se reposer. La situation de stress affectif, émotionnel qu'ont vécu ces femmes a été bien plus important que ce qui a été vécu dans les autres familles. Tout le monde a passé par une situation difficile pendant le confinement à la maison. Mais imaginez un instant que ces femmes ont vécu ça sur leur lieu de travail sans pouvoir se reposer, sans pouvoir, ne serait-ce que physiquement, pouvoir se reposer. Cette situation de stress que la famille accumulait, souvent, ils se lâchaient et ils traitaient moins bien les travailleuses les travailleuses à domicile. Et on a vu que certaines femmes ont souffert de violences directement. Elles ont souffert de violences domestiques de la part de leur conjoint. Là aussi, chez elles n'ont eu aucun soutien. Elles n'ont pas pu
échapper à cette violence physique, émotionnelle et mentale qu'elles ont dû supporter. Je voudrais rapidement vous citer un cas, vous raconter le cas d'une camarade qui était employée pour prendre soin d'une personne âgée. Mais elle a dû rester tout le week-end aussi, tout le temps. Elle a dû rester s'occuper de cette personne. C'était dans des journées supplémentaires, des heures supplémentaires, elles auraient dû être payées, n'est-ce pas? Les filles de cette personne âgée n'ont pas voulu lui payer ces heures supplémentaires. Elle demandait son droit à un travail juste. Elle a été agressée physiquement. Elles ont pris un manche à balai et elles l'ont tapé avec et elles l'ont jeté à la rue. Cette femme a été au commissariat pour dénoncer, pour montrer les coups qu'elle avait reçus par la fille de la personne dont elle prenait soin. Et la police n'a pas voulu. Le policier lui a dit qu'ils allaient ouvrir un dossier d'expulsion d'Espagne parce qu'elle n'avait pas les papiers nécessaires. C'est impressionnant de voir comment ces femmes ont été complètement, n'ont reçu aucune protection. Elles n'ont pas été payées. Et beaucoup n'ont pas réclamé non plus parce qu'elles avaient peur de se retrouver sans travail. On sait qu'il y a beaucoup de chômage en Espagne, mais dans le cas des travailleuses à domicile, non seulement elles doivent, avec leur paye, elles doivent subvenir à leurs besoins, mais aussi elles doivent envoyer de l'argent à leur famille dans leur pays d'origine. Et elles avaient peur de ne pas pouvoir payer leurs factures. Et tristement, elles ont accepté toutes les conditions, même les plus déplorables, par peur de perdre le travail. Et comme elles travaillaient tout le temps sur leur lieu de travail, elles ont eu des chefs qui ne voulaient pas signer le certificat de déplacement. Vous savez, pendant le confinement en Espagne, la police, quand vous vous déplaciez pendant le confinement, alors que personne n'avait le droit de se déplacer, il fallait avoir un papier officiel qui disait que vous déplaciez pour des raisons valables et donc pas avoir des amendes. Et leurs chefs, leurs patrons ne leur ont pas donné ces certificats, cette déclaration. Elles n'ont pas eu de masque, au contraire, elles ont été obligées à rester dans ces maisons. On les a même enfermées à clé à certaines pour qu'elles ne s'échappent pas. Elles ont été prisonnières. Le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ces travailleuses. Et comme je vous disais, nous avons un cadre légal qui ne nous donne pas suffisamment de droits. Nous n'avons pas la reconnaissance de nos droits, nous n'avons pas d'outils pour demander les inspections de travail. Elles ne se font pas en fait. On exige au gouvernement d'Espagne qu'il prenne des mesures nécessaires pour protéger ces travailleuses à domicile. Nous demandons simplement qu'on nous laisse continuer à travailler, mais dans des conditions justes et dignes. Que la société prenne conscience et valorise notre travail. Qu'est-ce qu'on demande concrètement alors à ce tribunal? À ce tribunal, nous lui demandons qu'il se prononce, qu'il condamne énergiquement la situation de manque de protection et de discrimination et de xénophobie que vivent les femmes qui sont employées à domicile. Que le gouvernement condamne, le tribunal condamne que l'État n'a pas pris de mesures pour nous protéger et pour garantir notre droit à la santé mentale et physique. Nous étions exposés en première ligne, nous aussi. Nous courions le risque d'être contaminés également. Comme nous n'avions pas les moyens nécessaires, nous pouvions également passer la maladie, dans le cas d'être malade, à nos employeurs. Donc, nous voudrions que le tribunal condamne tout ceci
et qu'il demande, qu'il exige de l'État espagnol qu'il rectifie et qu'il signe l'accord de l'OIT, j'ai pas entendu le numéro, qu'il oblige donc l'Espagne à adopter un cadre légal qui nous donne une égalité de droit avec le reste des travailleurs et des travailleuses, que nous, les travailleuses à domicile, ayons accès, par exemple, à la prestation de chômage. On nous le nie dans ce pays. Les autres travailleurs y ont droit, mais nous, non. Nous demandons également que ce tribunal se prononce et qu'il demande l'abolition du régime d'internat, c'est-à-dire le travail où l'employé domestique, elle vit sur son lieu de travail, parce que ça mène à des journées de travail, pas de 8 heures ni de 12, mais c'est 24 heures à disposition de son employeur. Ça ne permet pas à la travailleuse d'avoir une vie personnelle. Elle ne peut pas s'occuper de sa famille, elle ne peut pas avoir une vie personnelle. Parce que cette manière de travail, l'internat, est une forme de travail esclave. Nous demandons à ce tribunal qu'il exige à l'État espagnol d'adopter les mesures et les politiques publiques nécessaires pour garantir que les travailleuses, que les employeurs paient notre sécurité sociale. Il demande à ce qu'il y ait une régularisation de toutes les personnes. Nous n'avons pas de permis de travail. Qu'on nous régularise parce qu'on travaille de fait, pour qu'on puisse continuer à travailler dans ce pays, libre et tranquillement. Que nous ayons des droits. Nous remercions ce tribunal de nous écouter, qu'il donne une visibilité, s'il vous plaît, à un travail tellement important comme celui des travailleuses à domicile. Merci. Decathlab? Le syndicat Lab. Bon après-midi. Nous remercions que vous nous ayez laissé cet espace pour parler. Donc, merci que le tribunal permanent des peuples permette au syndicat Lab de présenter la réclamation que nous avons présentée au nom des employés. Nous l'avons fait au nom des travailleuses en lutte de Scalvia et nous la présentons également contre le manque de politique et de moyens pour faire face à la précarité et l'exploitation des travailleuses à domicile. L'État espagnol et le gouvernement basque ne font rien. Parmi tout ce que nous dénonçons, nous voulons insister surtout sur l'abandon institutionnel et la vulnération des droits à la justice et à la régulation parce qu'il y a beaucoup de vides juridiques pour le traitement inégal, pour le manque de protection du droit et de droit à la santé, à la maternité. Et il y a de multiples violations et violences et surtout la responsabilité juridique et de santé. Ça touche les travailleuses migrantes qui représentent plus de 90% des internes, des travailleuses en interne, qui sont celles qui s'occupent de prendre soin des personnes. Plus de 89% sont des femmes migrantes. Il faut également parler de la situation des travailleuses à domicile au Pays basque espagnol. On va se centrer sur les illégalités, les irrégularités qui se transforment en oppression. Elles sont considérées comme des travailleuses de seconde classe. On parle également des travailleuses internes qui sont en sous-majorité migrantes. Donc, le collectif de travailleuses à domicile sont une des plus précaires du Pays basque. L'État espagnol, dans tout ce cycle historique, a appliqué un cycle spécial. L'objectif des tribunaux
s'occuper des travailleuses salariées du régime général. Ça nous excluait donc. Donc, le gouvernement a laissé faire pendant des dizaines d'années, jusqu'à 1985. Elles n'étaient même pas reconnues. Elles n'avaient même pas de statut de travailleuse. Leurs conditions de travail, la violence et la discrimination dont elles souffrent au Pays Basque sont multiples. Ce sont des femmes migrantes, racialisées, et tout ceci a été construit à base d'oppression. Et elles sont devenues, en fait, c'est comme ça qu'est organisé le soin aux personnes au Pays Basque. Donc, il y a 46 700 travailleuses à domicile, à peu près, parce qu'il n'y a pas de données officielles. Souvent, on n'a pas les données réelles parce qu'elles ne sont pas comptabilisées. C'est dans ce cadre et pour cette raison, justement, que c'est de l'économie au noir. La réalité de ces travailleuses ne sont pas dans les statistiques officielles. Et aujourd'hui, au Pays Basque, il n'y a que 35 600 travailleuses qui ont bénéficié de la sécurité sociale comme travailleuses à domicile. Sur ces 28 500 dans la communauté autonome basque et 7 100 en Agaroa. Alors, si on fait une estimation pour tout le Pays basque, on arriverait à 45 700 travailleuses à domicile. Les travailleuses à domicile et celles qui s'occupent des soins sont une des premières ressources. Celles qui s'occupent des soins, elles sont les plus nombreuses à faire des soins aux personnes en Espagne. En 2017, on était censé être 300 000. Dans la communauté autonome basque, nous étions beaucoup plus que ça. On était à peu près 400 000. La réalité des travailleuses à domicile est tellement illégale qu'on ne peut pas savoir avec précision combien et quelles sont ces situations ou ces situations. Ça constitue en fait une oppression. Ce sont des travailleuses qui n'apparaissent nulle part. Elles sont invisibilisées et donc beaucoup plus vulnérables. Elles sont exposées à des circuits de vulnération. C'est une vulnérabilité organisée. Elles sont condamnées à être sans défense. Elles sont complètement soumises aux familles qui les emploient. Ce secteur n'est pas syndiqué. Il n'y a pas de profil patronal, il n'y a pas de délégués, il n'y a pas de comité qui défendent leurs droits. Ces réalités, les syndicats n'ont pas été un instrument qui les a aidés à s'organiser. Elles ont affronté une difficulté justement à démontrer, elles ont montré une capacité à s'organiser elles-mêmes. Elles se considèrent comme des travailleuses de seconde classe par rapport à leurs conditions de travail parce que leurs droits ne sont pas respectés et leurs droits fondamentaux comme personnes en général, et tout ceci de manière structurelle. Elles reçoivent un salaire ridicule alors que leurs journées sont très longues. La normative, c'est-à-dire les lois, permettent jusqu'à 60 heures de travail par semaine. Ça veut dire 40 heures ordinaires et 20 de présence. Ça, si la législation le considère, on sait que cette législation ne dit pas qu'elle ne régularise pas, elle ne contemple pas, elle ne parle pas des heures nocturnes, parce que celles qui sont en interne, qui vivent sur place, ne sont pas rémunérées au titre de leur temps réel de travail. Il y a des travailleuses en conditions précaires qui travaillent à l'heure ou bien qui font des journées interminables. Nous devons souligner que tant au Pays Basque comme dans le reste de l'Espagne, le statut de travailleuse et travailleuse n'est pas appliqué parce qu'elles ont un régime spécial qui limite et qui précarise leurs conditions de travail. Et même
S'il existe un régime, la plupart du temps, il n'est pas respecté, il n'est pas appliqué. Donc, c'est comme une marchandise. Elles sont faciles à employer et faciles à exploiter et faciles à renvoyer. La loi elle-même facilite l'exploitation de ces femmes parce qu'il y a une loi des étrangers, la ley de extranjería, qui condamne les personnes migrantes jusqu'à 3 ans. Pendant ce temps où elles n'ont pas de permis de travail, tant qu'elles n'ont pas leurs papiers, elles sont condamnées à 3 ans de silence, de peur, parce qu'elles ont peur d'être déportées, et leurs droits ne sont pas respectés. Elles pensent qu'elles n'ont pas le droit à dénoncer. La violation de leurs droits arrive pratiquement systématiquement, c'est structurel avec les femmes qui ont ce profil. Ce ne sont pas des cas isolés. La violation de leurs droits, la violence et l'oppression est généralisée. C'est un thème à traiter de manière collective et politique. En même temps, les travailleuses à domicile interne, en majorité, ce sont donc des femmes migrantes. Comme il leur faut 3 ans pour avoir éventuellement leur droit de travail, ce sont des femmes à qui on impose les pires conditions de travail du fait d'être des femmes et des migrantes. Si on parle de la violation des droits, il est important également de mentionner l'absence de contrat ou la violation de ces contrats, le fait qu'ils ne sont pas respectés. We cannot On hear n'entend you. plus. Sí, ¿Sí? No sé, ¿a qué se refiere? sí, sí, sí. Ah, vale. Pues hablando dentro de Donc, la vulneración de los derechos, en parlant au sujet de la violation des droits, on doit parler de manque de vrais contrats qui soient où on respecte la journée et les heures de travail qui sont stipulées et le salaire qui est stipulé, que ce soit le salaire minimum interprofessionnel, parce que la plupart ne reçoivent même pas ce minimum. Elles ne reçoivent pas la somme qui leur correspondrait réellement. Plus elles font des heures effectives, en fait, elles sont payées moins elles sont payées de l'heure. Donc, on répète, le salaire, pas de droit à des prestations de chômage, les raisons de renvoi, quand elles sont renvoyées, elles n'ont aucun droit. Ce n'est pas prévu que nous, on puisse abandonner notre travail quand il y a des mauvais traitements et qu'on puisse recevoir une indemnisation. On écoute toujours ce que dira l'employeur et jamais ce qu'on dira nous. On ne peut pas se reposer, les journées sont trop longues, on ne respecte pas le temps de 2 heures auxquelles elles ont droit. Et les 36 heures continues de repos auxquelles ont droit les internes n'est jamais respecté. L'inspection de travail n'est pas du tout efficace. Ils ne font pas d'inspection. Ils disent que le domicile est inviolable, qu'ils n'ont pas le droit d'aller faire une inspection. On ne reconnaît pas le domicile des employeurs comme un droit où les inspecteurs ont le droit de pénétrer. La santé du travail n'existe pas, et moins encore pour les internes. Les abus et la violence, c'est le nom qu'on reçoit, la situation auquel elles sont exposées. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Émilie Loison, paysanne bergère dans le sud de la France. J'utilise mes chèvres pour protéger les forêts contre les incendies. Au sein du mouvement paysan international La Via Campesina, mon syndicat qui est la Confédération paysanne,
s'engage auprès des travailleurs migrants dans la défense de leurs droits et de leur dignité. C'est dans un contexte de crise sanitaire, sociale et économique que le 30 avril dernier, la Via Campesina Europe a adressé à l'Union européenne, au Parlement européen, une lettre ouverte à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses de la Terre. Le contexte est que l'économie mondiale a besoin de la classe ouvrière pour son fonctionnement. Le marché mondialisé crée une concurrence entre travailleurs et travailleuses de la Terre du monde entier. La technique de base de cet empire est de nous diviser pour qu'il continue de régner. Il maintient la pauvreté et crée sans cesse de nouveaux pauvres pour justifier d'une agriculture industrielle, bon marché, dépendante d'une main-d'œuvre esclave issue d'un système qui, entre autres, exproprie les populations de leurs terres, les prive d'eau et multiplie les accords de libre-échange pour alimenter leurs capitaux. Les populations démunies n'ont plus qu'à migrer, prêtes à accepter n'importe quelle condition de vie pour ne pas mourir. Nous pouvons citer le cas dénoncé par l'USB, le syndicat italien de travailleurs et travailleuses, le cas de Ben Ali Mohamed, un Sénégalais brûlé vif dans l'incendie survenu dans un ghetto italien, où il était contraint de vivre à cause de choix politiques qui ne reconnaissent pas le droit des travailleurs migrants à exister et les obligent à l'invisibilité. Ou encore le cas en France ce mois-ci pendant la récolte de pommes d'une travailleuse saisonnière de 32 ans qui a été retrouvée morte asphyxiée dans son véhicule à cause de son système de chauffage improvisé. Le maintien nécessaire de l'activité productive dans les domaines de la manutention, du transport et de la commercialisation des produits agricoles pour assurer l'alimentation de la population pendant cette pandémie n'a pas été accompagné de mesures adéquates ni de ressources suffisantes. La recherche constante du profit a primé sur les droits humains et besoins fondamentaux de subsistance. Logement, accès aux soins, liberté de déplacement, socialisation. Les pressions exercées sont fréquentes, notamment en faveur de l'allongement du temps de travail, comme en France, où la semaine de travail a été étendue de 48 heures à 60 heures par semaine, ainsi que les réductions de droits et de licenciements. Les régularisations prévues concernant les autorisations de travail ou de permis expirés qui entravent l'exercice de leurs droits de travail, sociaux et de santé dans certains États étaient suffisantes car elles ne couvrent pas l'ensemble des droits des migrants et des migrantes et répondent uniquement aux besoins de main-d'œuvre. La fermeture des frontières intérieures et extérieures de l'Union européenne a semé en début de confinement une panique générale en Europe, compte tenu de la dépendance de l'agriculture industrielle en termes de main-d'œuvre esclave. C'est pourquoi la Roumanie, par exemple, a assoupli sa réglementation aux frontières pour permettre à ses travailleurs et travailleuses de se rendre en Allemagne, dans les fermes et dans les abattoirs, sans qu'aucun protocole soit mis en place pour garantir une sécurité sanitaire, d'où des clusters énormes dans les abattoirs et le décès d'un Roumain dans une ferme. Aux besoins urgents de main-d'œuvre, des politiques gouvernementales ont feint de trouver des solutions d'embauche de travailleurs locaux, mais au vu des conditions de travail indignes et salaires misérables, seules des personnes en situation d'extrême vulnérabilité et de grande précarité pouvaient les accepter par souci de pure survie. Autrement dit, des migrants, accentuant par la même occasion la discrimination déjà subie au quotidien. En Provence, pendant le confinement, des clusters de travailleurs migrants ont été signalés au collectif de défense des travailleurs étrangers détachés dans l'agriculture, le CODETRAS, mais ils étaient difficilement localisables car les travailleurs eux-mêmes n'étaient pas en capacité de savoir où ils étaient maintenus enfermés, sans protocole sanitaire conforme aux réglementations, et leurs besoins alimentaires non assurés dans leur ensemble, et notamment en produits frais, comme des fruits et légumes. Pour des travailleurs de la terre, c'est le comble. Il s'est alors organisé une mobilisation citoyenne et paysanne pour leur venir en aide. Une autre affaire qui a lieu en France, au pays dit des droits de l'homme, est le procès au prud'homme d'Arles. Il s'agit de 5 travailleuses et travailleurs détachés en procédure contre une entreprise de travail temporaire espagnole, Laboraltera, et 7 entreprises françaises utilisatrices. Je vais rentrer un petit peu dans les détails de cette affaire qui a été reconduite en appel.
Le jugement du Conseil des prud'hommes d'Arles a récemment condamné l'entreprise de travail temporaire Laboraltera pour manquement à ses obligations légales et conventionnelles en matière de respect de salaire minimum, de paiement des heures supplémentaires, des congés payés, de retenues frauduleuses sur salaire et de privation de visite médicale avant l'embauche. Le jugement reconnaît aussi la responsabilité solidaire des entreprises utilisatrices qui sont substituées à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes restant dues aux salariés détachés et aux organismes de sécurité sociale, sachant que Laboraltera s'était déclaré en faillite en milieu d'année 2019. En revanche, l'audience n'a pas retenu les principaux griefs ayant déclenché l'enquête de police menée à l'encontre du prestataire en 2018 et 2019 pour travail dissimulé, marchandage et aide au séjour irrégulier en bande organisée. Le jugement refuse ainsi de reconnaître la matérialité des infractions constitutives du travail illégal, telles que le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre et les fausses déclarations d'embauche en Espagne. On est bien loin du principe d'égalité de traitement entre travailleurs, travailleuses détachés et travailleuses locaux, locales, fer de lance de l'Union européenne dans la transposition de la directive européenne du 28 juin 2018 concernant le statut des salariés détachés. Autre chose, le 17 octobre, la marche nationale en France, la marche nationale des solidarités pour les sans-papiers, débutée le 19 septembre à Marseille, a convergé vers Paris, malgré l'interdiction de manifestations survenue quelques jours avant l'arrivée à la capitale. Cette mobilisation était portée par les familles des victimes, migrants, migrantes, immigrés, contre les violences policières, contre la chasse aux migrants et aux sans-papiers, contre le racisme d'État et le ciblage de la jeunesse et des quartiers populaires, pour la vérité, la justice, la dignité, l'égalité, la liberté, contre les lois d'exception et pour le retrait du projet de loi Asile et Immigration. Elle avait pour but de dénoncer la situation des sans-papiers, victimes de la crise, de l'épidémie et de la pression sécuritaire, car malgré tout, ils et elles ont souvent continué à travailler, premiers et premières exploités, premiers et premières de corvée dans tous les secteurs professionnels. Cette marche nationale était soutenue par plusieurs organisations et syndicats pour la régularisation de tous les travailleurs migrants sans papier, la fermeture des centres de rétention administrative et des logements pour toutes et tous. En termes de logement, justement, est venue s'ajouter ces dernières semaines la menace de fermeture du refuge solidaire de Briançon, à la frontière franco-italienne, qui, depuis sa création en 2017, a recueilli et assuré les besoins de plus de 11 000 migrants et migrantes. Grâce à la mobilisation citoyenne et une pétition, un report de la fermeture de 6 mois a été accordé compte tenu de l'hiver qui arrive. Les citoyens, citoyennes, organisations, mouvements et syndicats professionnels aujourd'hui pallient à l'hypocrisie des choix politiques pour participer à visibiliser ce maillon caché de l'agriculture industrielle que sont les travailleurs et travailleuses migrantes et à œuvrer à leur rendre la dignité qui ne devrait pas se négocier. Je vous remercie. D'abord, je voudrais remercier mes camarades qui ont raconté, c'était très émouvant, c'était très complet sur les travailleuses à domicile particulièrement. Nous voudrions dire toute notre solidarité. Nous sommes le syndicat andalou des travailleurs, le SAT, ouvrier, le syndicat andalou des travailleurs. Elles ont bien dit et répété, on sait très bien que à la campagne, c'est la base pour avoir une sécurité alimentaire. Et ici, à Almeria, c'est le jardin de l'Europe. Nous avons plus de 120 000 ouvriers des champs. Ils travaillent dans des conditions très, très difficiles.
Il y a peu, lorsqu'est arrivée cette pandémie, notre lutte portait au sujet de l'accord, du fait d'être sans papier, du fait que ce sont des travailleurs qui continuent à être très, très pauvres dans le premier monde, malgré le fait qu'ils travaillent tout le temps. Alors, que se passe-t-il? Lorsque nous sommes entrés en état d'alarme, monsieur Sanchez, le président de l'Espagne, a dit, Premier ministre pardon, d'Espagne, a dit que le bouclier social n'allait laisser personne, que personne ne serait oublié. On pensait qu'ils allaient nous aider à solutionner des problèmes. Qu'avons-nous reçu? On a reçu les boucliers policiers, des amendes, parce que l'immigrant qui n'a pas de papier n'avait pas le certificat de libre de circulation quand la police vous arrêtait alors que personne n'avait le droit de se déplacer. Certains venaient d'arriver, ils ne parlaient même pas espagnol, ils ont du mal à lire, à écouter, à comprendre ce que dit un décret. Ils ont dit même que les Noirs ne pouvaient pas attraper le virus. Donc, les Sénégalais, comme s'ils se régalaient d'être dans un jardin, et ils ont pris des amendes. Un Roumain a eu une amende il n'y a pas longtemps parce qu'il n'avait pas de masque. Il n'en avait pas de masque. Tout ce que fait le gouvernement a dépensé pour soutenir, pour maintenir d'autres classes sociales, d'autres classes de population. Nous sommes les ignorés du système et c'est nous qui payons ces dépenses. C'est honteux. À Huelva, des femmes qui sont venues pour la récolte, elles ont été bloquées sur place pendant tous les mois de confinement. Elles ne gagnaient pas d'argent, hein? Elles ne gagnaient pas pour envoyer à leur famille, comme disait Caroline. Elles restent bloquées. Elles n'ont pas aucun soutien. Je ne parle même pas de soutien financier. Elles n'ont même pas de logement. Il faut qu'elles mangent avec le petit peu d'argent. Ah, il n'y a pas longtemps, elles ont été renvoyées au Maroc. Maintenant, entre Almeria, Níjar, qui est une municipalité de la province d'Almeria, beaucoup de compagnons vivent sous des plastiques. Hein. Et pendant la pandémie, ils n'ont eu aucune aide. Le gouvernement central a distribué de l'argent à beaucoup de secteurs, dans beaucoup de mairies, pour pouvoir les aider. Mais il ne nous est pas arrivé. Cet argent, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Ces compagnons luttent pour trouver une ambiance, un environnement sain, qu'ils n'ont jamais. Ils n'ont jamais de masque. S'ils en ont, c'est parce que c'est une ONG qui leur a donné. Ils n'ont pas d'eau potable. Si ce n'est pas des organisations. Alors que le confinement était fort, ils ont pris une amende quand ils sortaient. Le rapporteur des Nations Unies, lorsqu'il passait à Huelva, il a dit quelque chose d'incroyable. Philippe Acton, il s'appelle comme ça. Il a dit qu'il vivait dans des conditions encore pires que dans un camp de réfugiés. On parle de gens qui travaillent, des travailleurs qui devraient avoir une liberté de choisir un logement. Non, ils n'ont pas de droit. Parce que ce sont des étrangers, parce qu'il y a une loi d'extranjerie, une loi des étrangers, comme disait la camarade du syndicat Lab, qui te conditionne, qui t'invisibilise durant tout le temps où tu séjournes. Actuellement, les contrats ont été multipliés par 4 ou 5. Les contrats qu'on avait jusqu'ici n'étaient pas légaux. On nous faisait un papier, et on a un papier, mais en fait, le chef, il fait ce qu'il veut.
Je répète, les migrants, je ne parle pas de ceux qui viennent d'Amérique latine parce qu'eux, ils parlent espagnol, mais ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'autres pays d'Europe, ceux qui ne parlent pas espagnol ont des difficultés énormes à se défendre pour s'auto-organiser. Et pendant ces 20 ans, nous n'avons vu aucun changement positif pour ce collectif. Nous sommes habitués au tribunal des peuples. Ces revendications reviennent, se répètent. Ici, nous vivons dans le royaume de l'impunité. Lorsque la pandémie, quand il y a eu la pandémie, on nous a éloignés des centres administratifs. On nous a éloignés des centres de santé. Si tu avais une grippe, même si c'était grave, tu ne pouvais pas aller à un centre de santé. Tu devais téléphoner. Ils ne te prennent pas le téléphone, ils ne te répondent pas au téléphone. Pour demander, pour avoir le droit au chômage, il te faut passer pour Internet ou téléphoner. Mais beaucoup ne peuvent pas faire ça. Ils ne parlent pas espagnol. Le gouvernement est aveugle ou semble aveugle et sourd à ces cris d'alarme. Ils continuent à nous exterminer. On n'est plus agonisant, on est agonisant, on est en train de mourir. La pandémie s'est ajoutée à tout ce qu'on souffrait déjà. Les abus, c'est permanent. À la rue, si tu ouvres la bouche, on te jette dehors, il n'y a pas d'inspection de travail. Le seul syndicat qui a accepté de s'opposer aux exploiteurs, c'est le syndicat des travailleurs des champs andalous, le SAT. Je vois que j'ai encore 5 minutes. J'allais dire que vraiment, le tribunal devrait mettre la lumière sur ces centres d'agriculture industrielle. Émilie l'a déjà dit. Les gouvernements, les politiciens n'osent pas en parler parce qu'ils dépendent des votes de ces exploiteurs. Nous n'avons pas droit à voter. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici, mais je n'ai pas droit à voter. J'ai beau protester, de toute façon, je ne voterai pas alors. Je ne suis pas délégué de gouvernement. Les délégués de gouvernement accompagnent ou soutiennent plus les agriculteurs que les ouvriers qui souffrent. Leurs revendications sont complètement ignorées. Je voudrais remercier cet espace qui me permet d'échanger avec vous et de dire le mal-être que nous vivons. Je crois qu'il y aura un espace de questions ensuite. J'ai peut-être oublié quelque chose et donc on en parlera plus tard. Merci. Merci beaucoup. C'est Spitou, c'est pas Sony. Your name again? Spitou. Ipu. Spitou. Répétez, il n'a rien compris encore. Merci de votre contribution. On va prendre notre dernier participant online. Alors, on va vous demander si vous avez des questions. Tant le jury que les personnes online. Avez-vous des questions aux personnes qui ont à poser aux personnes qui ont témoigné? Je ne vous vois pas à l'écran. Je voudrais parler, mais je n'apparais pas à l'écran. Je ne sais pas pourquoi.
Allez-y, on vous écoute. C'est pas important si vous ne me voyez pas. La question, c'est pour les camarades du syndicat LAB. Vous avez parlé, ils ont parlé de travail en interne. Je croyais que ce genre de travail avait été supprimé. Je pensais que ça n'existait plus. Je voudrais savoir dans quelle mesure en Espagne c'est commun, comment ces travailleuses peuvent se défendre de ce qui a l'air, comme vous avez si bien dit, d'un travail esclave. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes sont concernées et et parler un petit peu plus de ce travail en interne? Oui, alors le travail à domicile, hein, surtout pour les camarades qui travaillent en régime interne, c'est une de nos réclamations les plus, comme a dit la camarade de COAT. On demande que ça soit éliminé, effectivement, que ça n'existe plus, parce que ce régime de travail nous met évidemment dans une situation de vulnérabilité et la violation des droits est complètement systématique. Et puis, ces femmes n'ont plus de vie. Comme je vous disais, ça limite. Vous ne pouvez pas avoir de projet de vie, vous ne pouvez pas être des personnes à part entière, avoir une vie privée. Les journées de travail de ces travailleuses qui restent à domicile toute la semaine, 24 heures sur 24 et toute la semaine, elles passent entre 60 et 90 heures par semaine à travailler, de travail effectif. Elles ne dorment pas véritablement quand elles veulent, parce que comme elles sont à la maison, elles sont à disposition. Au moins, l'employeur le voit comme ça, on les appelle au milieu de la nuit. C'est elles qui ont la responsabilité de prendre soin bien au-delà de ce qui est un travail à domicile, bien au-delà de ce qui est le soin à personnes dépendantes. Il y a beaucoup, beaucoup de cas où les travailleuses doivent aussi être infirmières, psychologues, être travailleuses sociales, parce que tous les rôles, ce sont elles qui remplissent toutes ces tâches. Même au niveau affectif, souvent, ces personnes dépendantes, ces personnes âgées ne reçoivent de l'affection que des travailleuses à domicile. Donc, comment faire pour les peu d'heures que nous avons disponibles? Comment pouvons-nous avoir du contact avec nos camarades, avec d'autres femmes dans notre condition? Comment pouvons-nous nous associer ensemble? Parce que vraiment, une toute seule, elle ne peut pas le faire. Je répète, on a peur. On croit, dans beaucoup de cas, qu'on n'a pas de droits parce qu'on est vraiment la dernière des dernières des travailleuses. C'est nous qui avons le moins de droits reconnus, même dans le collectif des travailleurs à domicile. Les autres ont leur syndicat, ils ont leur collectif, ils ont leurs accords professionnels. Nous n'avons même pas ça. Hein. Il n'y a pas de minimum et de maximum établi, si vous voulez, légalement. On n'a même pas le droit à manifester parce que pendant les actions féministes, on est là, mais on est représenté par d'autres. Parce que les travailleuses à domicile, on ne peut pas laisser tomber notre travail. On ne peut pas aller là pour manifester en personne et nous-mêmes parler en notre propre voix. Les journées sont définies sur un papier, mais après, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a rien qui permet de savoir si leurs horaires sont respectés réellement ou pas. Les violations, c'est pas seulement que souvent elles n'ont pas de contrat, c'est même celles qui ont un contrat. Certaines sont mortes parce qu'elles n'ont pas accès à la santé. Elles n'ont pas de carte de sécurité sociale, elles n'ont pas le temps d'aller chez le médecin parce que leur employeur ne les laisse pas sortir. Il n'a pas envie de reconnaître leurs droits les plus élémentaires. Ils ne veulent même pas reconnaître
qu'elles ont le droit à avoir. Bon, concrètement, ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on soit régularisé. Ils ne veulent pas qu'on travaille légalement. Ils ne veulent pas qu'on ait un permis de travail et qu'on ait donc des conditions, qu'on ait le droit à réclamer des droits par rapport à d'autres collectifs de travailleurs. Est-ce qu'il y a une autre question à un des participants? Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Vraiment, merci pour vos efforts. J'ai une question pour Angie. Les droits des travailleurs, c'était avant le Brexit. Ça a toujours été comme ça. Et à ce moment-là, la justification pour cela, c'était la différence entre les migrants hautement formés et ceux qui étaient pauvres en formation et en capacité. Et je me demande si on pourrait explorer davantage cette différence entre les migrants et qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'après vous, pour en faire une lutte commune pour tous les réfugiés, ou comment on pourrait en profiter. Et j'ai aussi une question pour l'apportation de l'Espagne. Je peux essayer en espagnol, direct. La situation est assez problématique. Qu'est-ce qui se passe avec la situation politique actuelle en Espagne, avec la croissance des partis politiques comme Vox, avec une claire position anti-migratoire? Quelles sont les priorités en termes d'attaque et qu'est-ce que vous faites pour vous défendre contre cela? Andy, à vous la parole. Andy Ancia. Oui, il faut activer le micro. D'accord. Bien. Alors, c'est pour répondre à cette question. Oui, le gouvernement voit retirer les droits pour les travailleurs à domicile migrants en 2002 et vous demandiez cette différence entre les travailleurs hautement formés et les autres pauvrement formés. Je vois que la plupart des travailleuses à domicile qui arrivent au Royaume-Uni sont formées ou hautement formées, pas vraiment mal formés, mais dû à la situation dans leur pays, comme par exemple les pays du Moyen-Orient, ils partent de chez elles, je crois, c'est la meilleure option pour elles. Pour chercher de meilleures opportunités, je peux dire que les travailleuses à domicile migrant sont venues au Royaume-Uni au domicile de leurs employeurs. Certains sont venus parce qu'ils ont un visa de 6 mois non renouvelable, mais ils sont hautement formés. Certaines sont des infirmières, des enseignants, travailleurs sociaux dans leur pays d'origine, mais ce sont des travailleurs formés, mais c'est pas reconnu, c'est pas vraiment reconnu au Royaume-Uni. C'est pour cela que ces personnes travaillent simplement à domicile. Merci. Bien, con respecto a... D'accord.
par rapport à ces questions. D'abord, je voudrais préciser quelque chose sur la question antérieure. Ils disent que dans les postes internes à domicile, nous passons dans les associations qu'il y a environ 45% des travailleuses internes dans les familles. Les familles préfère une personne qui soit disponible 24 heures par un salaire interprofessionnel minimum, 950 euros. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et l'économie submergée, nous pensons qu'elle est à 45%. Et ceci pour deux raisons. D'abord, parce que ces femmes n'ont pas de permis de travail et puis il n'y a pas la volonté des employeurs de leur donner un contrat qui leur permettrait un accès à la sécurité sociale. Alors, les autres, les non-professionnels, les travailleuses à domicile, migrants, on a les mêmes problèmes qu'au Royaume-Uni. Il y a une étude qui a été menée en 2007 et il y a une formation supérieure en général à université entre 47 et 60%. Au-delà alors, on est très bien formés dans nos pays d'origine, mais il y a beaucoup d'obstacles de la part des gouvernements pour reconnaître, accréditer ou homologuer ces formations. Et puis, nous avons aussi pu démontrer qu'en termes de soins, les soignants professionnels qui sont dans un autre régime, pas travaillant à domicile, ils ont aussi des conditions de travail injustes et pas d'inégalité. On ne leur donne pas les mêmes droits et nous, on pense on veut professionnaliser notre secteur, qu'il soit reconnu, notre travail en Espagne, mais on veut que ceci soit payé aussi, que ce soit reconnu au niveau économique, cette formation, cette professionnalité. Et en termes de situation politique en Espagne, eh bien, je ne sais pas que maintenant, il y a tous ces discours qui apparaissent avec leur racisme, leur homophobie. Ça existait depuis des années et des décennies même. Mais le problème actuel, c'est lequel? Maintenant, ils ont un microphone, ils ont comme un renforcement à travers l'État. Ceci permet qu'il y a plus de personnes qui écoutent et ils peuvent plus externaliser. Et ils restent en pleine impunité. Tous ces discours de discrimination, de xénophobie, surtout pour les migrants, on n'est pas les travailleurs, on n'est pas la soignante, on est l'aide, on l'appelle tcha-tcha, on l'appelle servante, oui, presque comme pour dire esclave. Et on est préoccupé parce que ces discours xénophobes, machistes aussi, soit de plus en plus forts dans ce pays. Et je crois qu'il est nécessaire que le tribunal se prononce sur ce sujet aussi. Voilà. Alors, je voulais ajouter un peu quelque chose. D'abord, envoyer un grand baiser. Je t'embrasse très fort pour cette attitude de tes déclarations. Je suis tellement heureux de te voir. On le voyait sur l'écran, cette énergie. Mais il y a la classe ouvrière, je l'ai formée. Bon, c'est peut-être un rêve. On peut continuer à lutter, mais depuis le début, avec notre entraide, on peut aider ceux qui savent plus aident les autres, travailler ensemble pour faire entendre ceux qui n'ont pas de voix. Un appel au nom de tous, ceux qui ne savent pas vraiment où est l'inspection de travail. Allez avec eux, ça, voilà, c'est quelque chose qu'on voit, on peut aider. Mais il y a beaucoup de collègues qui viennent avec le poids de leur pays d'origine. Ils ont c'est parfois des analphabètes. Ils ont honte de participer et ils n'osent pas parler. Et c'est un travail de base dont nous avons besoin. Depuis les syndicats, nous travaillons en Almeria pour intégrer ces personnes, tous les travailleurs migrés étrangers.
Déjà, pas plus tard qu'hier, il y avait une votation. La première chose qui a dit Vox, le parti Vox, c'est on va expulser les immigrants. Parce que il a cette plateforme, ce groupe a cette plateforme pour sa propagande. Alors, c'est un discours que le public écoute. Mais comment on peut compter avec la main-d'œuvre étrangère bon marché et après la refuser? C'est ça une exploitation. Et là, il faut toujours répondre, il ne faut pas accepter, il faut dire, amis, moi, ils me vont déporter avec tout le travail que je fais. Il faut toujours le dire. Il faut accompagner les gens, les aider à dire. Parce qu'il faut dire, c'est du racisme, c'est de l'esclavage. On ne peut pas ne rien dire. Excuse-moi, je voudrais éclaircir une chose. Je comprends que beaucoup de travailleurs à domicile sont bien qualifiés. Moi, je demandais précisément cette différence, priorité pour les qualifiés et non pour les autres. Enfin, c'était ça la question. Angie? Oui, Angie? Angie? We hear you. We. ¿Nos escuchamos? Oui. On s'entend? Si hay preferencia, si hay una... S'il existe une préférence, c'est que c'est vraiment la personne plus formée et qui a des études plus poussées. Elle pourra mieux se défendre. Elle pourra s'exprimer, c'est ce que disent aussi les collègues. Il y a que no tienen estudios, la otra capa que se puede explotar hasta la muerte, esta en el campo, por ejemplo, lo prefiere el agricultor, porque nunca vas a abrir la boca para decir, jefe, aumento de salario, jefe, no estoy contento con lo que me está haciendo. Esta es la diferencia. También les persigue un miedo que es que no saben que aún sin papeles pueden denunciar su situación. ¿Y cómo no lo saben? Se callan, harán 9, 10 horas, nunca dirán, jefe, es hora de ir a casa. Desde la otra capa lo prefieren. Nos cuesta traerlo, adentrarlos a nuestra organización para formarla. Va a ser difícil. Faire entrer dans nos organisations pour les former, mais c'est le travail qu'on doit faire. Chaque fois qu'il y a un mort, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas accepter ça. Dans le premier monde, on peut accepter cet esclavage moderne. Que ce soit des politiques, des employeurs, n'ont pas le droit de tuer le reste du monde. Thank you. I would like to ask if there are a few more questions. We can take on one more question or comment, and then we will move on. Yes? Je vais répondre à la question, puis ensuite... Est-ce qu'il y a encore des questions? You can speak Please, now. David, you can speak. We hear the voice and we see you. Alors, on peut vous entendre, on vous voit, oui. Et je voudrais parler en anglais, oui. Je parle espagnol et français, mais pas tellement bien. Alors, je suis pas tellement fort. Alors, c'est plutôt un point technique que je voudrais évoquer parce que c'est peut-être intéressant pour les jurés du tribunal. Le fond, c'est dans le Royaume-Uni. Il y a des personnes marginalisées, je ne sais pas comment les situations dans d'autres pays, et deviennent un problème pendant la pandémie parce que on n'avait pas noté leur existence.
ils sont devenus visibles dû au contrôle, etc. Et pour le Royaume-Uni, c'était des chercheurs d'asile, demandeurs d'asile en premier lieu. Et quand le Royaume-Uni a connu des initiatives pour réunir les personnes dans des hôtels, dans des centres, etc., dans une espèce d'espace pour un contrôle limité. Mais je voudrais quand même remarquer simplement ce sujet. Les personnes ou attirer l'attention sur les personnes qui sont en dehors du bien-être de la société. Et dans ce contexte, nous avons trouvé une règle d'immigration au Royaume-Uni basée sur les papiers que j'ai là. Il y a une directive 2001-55 du 20 juillet 2001. C'est protection temporaire dans pour des personnes de pays en cas du problème de pandémie générale. S'il y a des personnes qui viennent en grand nombre ou non des îles Canaries, nous avons une arrivée en masse. Il y a des grandes personnes qui sont là, qui ont simplement été exclues auparavant. L'idée, c'était de leur permettre une année de protection temporaire pour pouvoir les identifier, une année qui pourrait être prolongée parce que la pandémie est en effet une situation d'urgence, n'est-ce pas? Et ces grands nombres de personnes en dehors de la régulation par là est une menace non seulement pour eux eux-mêmes, mais potentiellement aussi pour d'autres personnes qui vont aussi s'infecter par eux quand ils les rencontrent. Alors, il faut dire, on pourrait peut-être faire appel à cette directive de protection temporaire. Pourquoi ça vient du Royaume-Uni? Bon, la Grande-Bretagne n'avait pas le temps de terminer toutes les régulations individuelles pour les organisations parce qu'on a suivi 40 ans de loi européenne. On ne pouvait pas tout refaire en loi pour le Royaume-Uni. C'est alors parfois dans les mains de juges ou de personnes qui souffrent, de trouver parfois une solution concrète. Nous avons donc cette année pour avoir le temps pour ces personnes de formuler leurs demandes, leurs revendications, pour que les gens deviennent conscients de la situation et ils gagneraient ensuite la possibilité de prolonger et d'avoir une acceptation au sein de la société. Parce que la société n'est pas à 100% composée par des personnes fans de Vox, etc. Merci. Alors, je voulais remercier aussi tous les intervenants qui sont intervenus jusque-là dans cette audition sur le droit des migrants travailleurs. Merci Angie, Caroline, Emily et Sonny. Et nous passons à la dernière contribution de cette audition qui vient de Oldenburg aussi. Also Oldenburg est une association qui conseille les personnes qui ont perdu leur travail, mais il propose aussi consultation pour des personnes qui ont d'autres problèmes dans leur vie et ils nous ont écrit une affirmation sur l'exploitation, discrimination de travailleurs migrants en Allemagne. Nous sommes très heureux de les avoir parmi nous, même si personne ne pourra participer d'eux. Ce sera Julia Marnini qui présentera cette déclaration. Voilà. Alors, bonjour, merci à tout le monde. Je m'appelle Julia, je suis membre des Bali Migrant Strikers. C'est un collectif politique basé à Berlin. Et comme j'ai déjà dit, on nous a demandé de lire cette déclaration de ALSO. Ils ne peuvent pas être présents aujourd'hui.
Mais avec cette déclaration, je voudrais profiter de présenter mon collectif aussi. Nous sommes les Belly Migrant Strikers. Nous sommes des migrants dans le contexte intra-européen. Les conditions de migrants sont applicables à nous par extension. Parce que, il y a aussi des limites bureaucratiques. Notre transnationalisme, notre condition comme migrant ne fait pas référence à une nationalité, mais à notre condition sociale. C'est la réaction à la crise économique et sociale pour tous ceux qui sont venus à Berlin dans l'essai de autodétermination. Nous voyons tous les jours dans notre vie, nous connaissons très bien les mécanismes dans la forteresse d'Europe. Oui, peut-être un peu moins vite, les interprètes ont vraiment... c'est difficile. Alors, nous expérimentons tous les jours dans notre vie cela. Nous connaissons parfaitement l'existence de ces mécanismes dans la forteresse qui est l'Europe, la logique de commodification du travail des êtres humains, la suppression, la négation des droits de base pour les humains. Il y a des mouvements au-delà de notre mouvement. Notre pratique politique ici en Berlin veut limiter ces mécanismes. Nous sommes anticapitalistes parce que le capitalisme exploite notre mouvement, notre travail, limite nos possibilités et nos désirs. Nous sommes contre le fascisme, contre le sexisme. Et notre lien est le dialogue avec les autres. Nous voulons travailler ensemble en participation avec tous les migrants présents dans l'espace métropolitain. C'est notre concept de citoyenneté. C'est une espèce de bio-syndicalisme, auto-organisation, solidarité contre la violence du capital. Notre pratique sont toujours collectives, visant à développer des relations qui sont toujours inclusives et ouvertes pour créer une dynamique commune et une appropriation de droits, de bien-être et d'espace pour une vie supportive et au sein de la métropole. Tout cela ne peut être atteint seulement quand on commence avec cette condition fragmentée de migrants, de travailleurs précaires, en recombinant tous nos désirs, nos conflits sociaux et les unions dans ce contexte métropolitain et dans d'autres contextes du système capitaliste. Ensemble, nous pouvons lutter. Alors, maintenant, la déclaration de Also. Ceux qui veulent réclamer des services, des prestations sociales se trouvent souvent impuissants devant les complications bureaucratiques. Depuis 1982, notre organisation d'entraide pour les chômeurs, Arbeitslosenhilfe Oldenburg, propose une aide et une consultation gratuite et libre pour les personnes qui luttent souvent plus contre la pauvreté que contre les pauvres que contre la pauvreté. À part la consultation sociale, nous proposons une consultation pour des migrants depuis 2020 en plusieurs langues. Nous trouvons que la pauvreté et le chômage ne doivent pas être un tabou que chacun doit résoudre tout seul. Ceci se voit dans nos consultations. Si nécessaire, nous accompagnons les personnes qui cherchent une aide au bureau des services publics pour pouvoir réclamer des droits légitimes. Nous sommes aussi actifs au niveau politique pour améliorer la situation de vie de personnes pauvres et sans revenus
Ceci inclut non seulement les informer de leurs droits ou réclamer plus d'argent, mais aussi lutter contre la stigmatisation de la pauvreté. Nous travaillons aussi contre l'exploitation de personnes, d'animaux et de l'environnement, contre le racisme et l'exclusion. Nous créons un réseau avec d'autres qui pensent comme nous pour faire nos réclamations et attirer l'attention à ce qui nous est cher. Also se finance par des dons en grande partie. On a quelques employés, mais à part ça, que des personnes volontaires, tout volontaires et stagiaires qui voudraient nous aider pour des actions politiques ou dans le travail de consultation sera bienvenue. Vous aurez le contact et des informations sous la page web Also Zentrum.de. Tout ça, ça a été écrit par Friedhof Boone, qui fait partie. Alors, les situations et les expériences de la migration de travail ont beaucoup de facettes. Les êtres humains voient selon où ils regardent et ce qu'ils regardent. Ce que pour les migrants et la migration est un peu entre la thèse de la liberté de migration et ce que dit une personne considérée. Il faudrait que je sois un porc pour pouvoir gagner ma vie comme migrant dans l'industrie alimentaire, mais je ne le suis pas, je ne veux pas l'être. Nous voyons beaucoup de choses dans nos rencontres et consultations. On voit aussi, on m'a demandé de parler des conséquences sur la santé pour les travailleurs dans l'industrie de la viande allemande. On voit que c'est un travail destructif de cette industrie présente dans des marchés nationaux et internationaux, destructif avec une charge et surcharge physique et psychique pour les travailleurs, les travailleuses et leurs familles. Nous rencontrons des travailleurs dans notre service de consultation pour des droits sociaux et de travail, pour refus de salaire, manque d'assurance maladie ou sociale, etc. Mais il y a aussi beaucoup de questions autour de la grossesse. On nous raconte beaucoup de choses sur des maladies, des lésions, etc. La charge des migrants est en général conséquence de la grande pression sur les travailleurs et travailleuses dans les usines. C'est ça la base pour les prix tellement bas. Schneller, schneller, fertig, fertig. Voilà les premiers mots allemands que les travailleurs apprennent en général quand leur contremaître leur crie dessus pour qu'ils travaillent plus vite. Et il y a des années, un comité d'entreprise nous avait dit qu'il avait lutté beaucoup dans un abattoir pour avoir que le contremaître ne criait plus sur les travailleurs. Cette année, il y a eu un travailleur qui a été humilié, battu au travail. Lui et un autre, ils ont reçu des coups au visage jusqu'à avoir des hématomes par le contremaître d'un sous-contractant. Il n'aurait même pas venu à l'idée de dénoncer ça à la police parce qu'il y a longtemps que l'idée d'avoir un droit à une intégrité physique et psychique, il y a longtemps qu'on leur a quitté ça de la tête. Hein. Ce sont des extrêmes de l'utilisation de violence contre des travailleurs, surtout des migrants. Mais ce qui est caractéristique en général dans l'industrie de la viande, c'est l'épuisement, l'usure des travailleurs. Ils travaillent en équipe à très haute vitesse, avec beaucoup de froid, souvent jusqu'à ce que toutes les commandes soient terminées. Il y a des travailleuses qui travaillent pendant des mois et des semaines, 7 jours la semaine. Je connais des exemples d'un nettoyeur industriel dans le sud d'Oldenburg. Alors parfois, il y a des accidents de travail vraiment terribles, par exemple, quand les bras ou les pieds sont saisis par des machines de découpe ou quand les couteaux de découpe coupent les travailleurs. Alors, il y a aussi cette menace continue de licenciement dès les premiers signes de maladie ou les 6 mois de décès pour des contrats de durée déterminée, un manque de protection au travail, les grands obstacles pour avoir accès aux allocations chômage, puisque la langue officielle est l'allemand. Il y a beaucoup de règles d'exclusion pour les
citoyens dans les centres de travail. Ça fait que les travailleurs, même quand le médecin leur conseille vivement de rester à la maison, ils vont travailler. Même des femmes enceintes vont aller travailler au convoyeur. Ils ont peur d'être licenciés à cause de leur grossesse. La protection contre le licenciement de femmes enceintes pour protéger la vie et la santé est quelque chose que beaucoup de contremaîtres et de gérants ne savent pas ou ignorent. Ces règles de protection avaient été imposées il n'y a pas longtemps par un tribunal du travail à Nimbourg à un gérant qui avait complètement ignoré toute autre indication de les respecter. Il y a des règles pour les temps de travail, mais là, une entreprise de nettoyage fait travailler son personnel 7 jours la semaine pendant la nuit. Des colocataires les appellent les zombies. C'est une façon appropriée de décrire leur apparence. En dépit de tout ce travail, ils ne gagnent pas plus que 2 000 € net par mois. Ils n'osent même pas penser à se porter malade en dépit de leur épuisement qui le justifierait pleinement. On veut aussi attirer l'attention sur la situation de la famille, surtout des enfants et des adolescents. La semaine passée, il y a une écolière de Vecta qui m'a dit qu'elle était épuisée. Elle est la seule de la famille qui parle allemand. On la demande chaque fois qu'elle vient, quand il y a des contacts avec l'entourage allemand, avec l'employeur, le médecin, l'école, le centre de travail, l'agence de travail, l'assurance maladie, le locataire. Elle aussi, elle travaille 24 heures. Éteindre le téléphone, elle n'ose même pas, parce qu'en fait, elle est responsable pour beaucoup de personnes, non seulement sa famille. Nous connaissons les cas de beaucoup de jeunes et d'adolescents dans leur même situation. Parfois, ils n'ont que 12 ans et c'est les seuls qui comprennent la langue et parlent la langue, sont capables de déchiffrer ce langage. Et ce ne sont pas seulement les médecins et les psychologues qui peuvent comprendre qu'une jeunesse, une adolescence de cette façon n'est pas correcte et ne restera pas sans conséquence. Qu'est-ce qui manque? Bon, le même droit pour tous, sans discrimination contre les migrants, au centre de travail, à la caisse chômage, à la caisse d'allocation familiale, une vraie interdiction de travail intérimaire et des contrats de service, une rémunération plus élevée par heure, ça devait être un minimum de 15 € par heure et une mise en place réelle de la protection de femmes enceintes et de la loi sur le temps de travail des écoles et un soin pour les enfants pour couvrir les besoins d'enfants et d'adolescents en situation de migration, une structure de consultation et de soutien de partout, indépendant, et ensuite des logements suffisants, dignes et abordables. Merci. Merci beaucoup. Et avec cette déclaration et cette information, on voit que